les élus nationaux viennent justement d'adopter la prorogation de l'état de siège. Et nous en parlons avec Willy Michiki, qui est un député national du Nord Kivu, justement. Bonjour, honorable. Bonjour. Je vais très bien. Alors, vous venez d'adopter la prorogation de l'état de siège aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours important que cet état de siège tienne toujours? Non, sincèrement, bon, moi d'abord j'ai voté contre, puisque ça devient de la routine. C'est comme une boîte aux lettres. Et même quand vous lisez même les prescrits du projet de loi sur la prorogation de l'état de siège, il est dit qu'on vient solliciter la prorogation de 15 jours pour permettre au gouvernement de pouvoir faire deux choses. La première, neutraliser les groupes armés ou les forces négatives. Deuxième, renforcer la sécurité pour une paix durable. Lorsque le ministre est arrivé, il n'a pas parlé de ce qu'il a fait dans les 15 jours passés, combien de forces ont été neutralisées, combien de cités ou de localités ont été récupérées? Aucune. Au contraire, nous constatons qu'à chaque prorogation, il y a plus de groupes armés qui sont créés, il y a plus de territoires qui sont perdus. La preuve, pas plus tard que dimanche, Kalembe était tombé. Lundi, le vaillant à Ouazalendo, ex-Ouazalendo, de NDC rénové avec le général Guidon ont récupéré Kalembe. Ils ont demandé du renfort au gouvernement, le renfort qui n'est pas venu. Le mardi matin, aujourd'hui, à 5h40, les forces spéciales rwandaises sont arrivées de Kigali avec des avions pour appuyer les M23 et ils ont reconquis Kalembe qui est à la porte de Walikale. Walikale est stratégique aujourd'hui. Donc, le fait de continuer à proroger, nous finissons par perdre le seul territoire qui était encore en paix, paisible aujourd'hui, contrôlé par l'état de siège, les autorités, c'était Walikale. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Non, c'est bon, j'ai dit, ça devient inquiétant parce que Walikale est aujourd'hui en cheval sur 3 provinces. Walikale étant dans le Nord Kivu, et un cheval sur la province de Chopo, Maniema et le Sud Kivu. Donc la chute de Walikale aujourd'hui donnerait plus de poids aux agresseurs, puisque ça leur permettrait d'avoir en plus 3 provinces, et cela aurait un effet d'entraînement sur le reste des provinces au niveau national. Donc, pour moi, Walikale, c'était le verrou. Et c'est pourquoi nous disons que pourquoi on sollicite la prorogation lorsqu'il n'y a pas de fait sur terrain. La prorogation devrait être un facteur de résultat à atteindre. Nous disons non, nous avons besoin encore de 15 jours pour récupérer Kichanga. Nous avons besoin de 15 jours pour neutraliser le M23 qui se trouve par exemple à Rumangabo. C'est ça le rôle. Mais on proroge pour le plaisir de proroger. Et nous avons estimé qu'il y a beaucoup de militaires qui devraient être au front militaire, mais qui sont aujourd'hui, qui s'occupent de la gestion de la cité. Puisque l'état de siège leur permet de gérer la cité, alors que leur mission n'est pas de faire des routes, d'inaugurer des écoles ou aller dans les hôpitaux ou payer les enseignants. Leur boulot, c'était d'abord de nous ramener la paix, d'être au front. C'est pourquoi nous avons voulu qu'on ne puisse plus voter cette 84e projet de prorogation de l'état de siège, puisque ça devient ridicule, puisqu'on n'avance pas. Vous, à votre niveau, en dehors de l'état de siège, qui ne tient pas debout parce que selon vous, l'état de siège ne donne pas des résultats palpables, qu'est-ce que vous proposez à la place de l'état de siège? Ce que nous proposons, nous proposons d'abord le retour à l'administration civile. Et que les militaires qui s'occupaient de la gestion courante de la cité puissent être au front, puisqu'on n'a pas assez de militaires au front. De deux, nous avons aussi fait des propositions d'ordre tactique, que je ne peux pas parler ici dans les médias. Et nous avons convié notre bureau à pouvoir inviter les responsables du secteur, notamment les ministres en charge de la défense et sécurité, ministre de l'Intérieur, pour que nous puissions
échanger en tant que... Parce que le gouvernement est notre émanation. Nous sommes des élus des peuples. Nous recevons des doléances, nous avons l'information à la main, à la première heure. Et c'est comme ça que nous avons voulu obtenir ça, au lieu d'aller de prorogation à prorogation, parce que l'état de siège aujourd'hui coûte trop cher. Mais qu'est-ce que nous avons au retour? Rien du tout. Les gens, au contraire, vous qui êtes... ont fait du business. Vous qui êtes des élus, c'est à vous d'inviter peut-être les gouverneurs militaires pour pouvoir évaluer l'état de siège à Kinshasa ici, mais vous ne le faites pas. On a l'impression que l'état de siège ne tient pas parce que les élus nationaux ne font pas leur travail comme il faut. Non, nous avons déjà introduit la demande qu'on puisse convoquer une plénière où nous allons entendre les responsables de l'état de siège, notamment les gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri. Le bureau nous l'a promis. Je crois que c'est en cours puisque le bureau devrait saisir le ministre de la Défense qui a dans sa tutelle la gestion de l'état de siège. Bon, à ce niveau, même les collègues tout à l'heure, lors de la plénière, sont intervenus sur cette demande. Nous pensons qu'avant l'examen du budget, nous pouvons avoir l'occasion d'avoir une plénière essentiellement consacrée sur la question sécuritaire et humanitaire de l'Est du pays. Alors une autre question, est-ce que vous avez déposé une motion contre le ministre, une motion d'échéance justement contre le ministre du Budget, en quoi faisant? Oui, nous avons, conformément à l'article 235 de notre règlement intérieur, lorsque nous avons lu les rapports sur la loi rectificative de la loi des finances 2023, nous avons constaté certaines irrégularités commises par les ministres d'État, ministres du budget, à ce qui concerne la violation de la loi des finances, mais aussi la violation de la loi fixant les attributions du ministère. Donc le ministre du budget n'a pas fait son travail, puisque vous savez, c'est lui le premier liquidateur de dépenses publiques de l'État. Donc s'il y a des failles de ce côté-là, c'est lui qui est responsable. C'est pourquoi nous avons actionné une action tout à fait démocratique, ce n'est pas un acharnement, une pétition qui a récolté 53 signatures. Je suis l'initiateur de cette pétition et au moment où nous parlons, nous sommes en train maintenant de nous apprêter pour aller échanger avec la commission de l'ECOFIN, qui a aussi le même dossier que nous avons examiné. Et après cet échange, nous allons déposer la motion conformément au règlement intérieur de notre Chambre. Et lorsque la motion sera déposée, le ministre sera contraint à la démission et il pourra se présenter devant l'Assemblée nationale en plénière pour présenter ses moyens de défense. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Le premier reproche d'abord, c'est qu'on a constaté que ce n'est pas normal qu'il y ait plus de 50% de dépenses en mode d'urgence commises par son collègue de finances à régulariser. Puisque le fait que lui régularise des engagements qui sont frauduleux, qui violent la loi, cela énerve, donc il est complice. Deuxième chose, nous lui reprochons, on a constaté que les crédits alloués au paiement des dettes intérieures sont déjà terminés aujourd'hui, alors que l'exercice budgétaire n'est pas encore fini. Alors que nous rappelons qu'il y avait une commission qui était mise en place pour certifier les dettes intérieures. Cette commission-là n'a pas été respectée et le ministre du budget ne peut pas liquider de dépenses qui ne sont pas certifiées par la commission. Troisième chose que nous lui reprochons, c'est que nous avons constaté qu'il y a eu certaines dépenses, comme des dépenses de forage, de lampadaires, qui ne sont pas retracées dans les rapports de la Cour des comptes, puisque le ministre du budget ne les aurait pas diligentés et liquidés. Alors que c'est lui, conformément à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 022 de 2022, relative à la fixation des attributions des ministères. Donc, il n'a pas, lui, en tant que liquidateur de dépenses publiques, conformément à l'article 1er alinéa 9b, c'est lui qui liquide. Et lorsque lui ne donne pas, il constate qu'il y a eu des dépenses
qui ont été faites sans passer par lui, il devrait protester. Mais on a constaté que nulle part il a protesté. Donc, et c'est lui, comme il ne proteste pas, donc c'est lui qui est complice. Voilà pourquoi nous avons voulu que la représentation nationale soit éclairée sur ces violations flagrantes. Qu'est-ce qui vous rassure que votre démarche tiendra debout? Parce qu'on connaît comment le système congolais fonctionne. Nous, on a fait notre démarche comme député. Le dernier mot revient à la plénière. Nous aurons la parole. Nous avons présenté les cas précis et c'est la plénière qui va décider. Alors, le changement de la Constitution, il y en a qui parlent de la révision de quelques dispositions de la Constitution. Beaucoup parlent aussi du changement total de cette Constitution. Vous êtes de quel côté? Bon, moi je suis d'abord moi-même partisan des changements de la Constitution, d'autant plus que l'article 220, on ne peut pas la toucher si on ne procède pas au changement de la Constitution. Mais puisque par exemple aujourd'hui, nous sommes un pays à faibles ressources et ces institutions comme le Sénat, comme les assemblées provinciales, pour moi sont des institutions budgétivores. Et on a constaté aujourd'hui, lorsqu'on passe à l'élection à second degré, les Congolais n'est pas encore mûrs. Les Congolais n'ont pas encore la conscience. Et c'est pourquoi vous avez vu beaucoup de cas de corruption, de sénateurs qui ont été élus sans même avoir un seul député provincial, de gouverneurs de province qui ont été élus sans avoir même un député provincial dans la province. Donc cela pose problème. Et on a constaté aussi les conflits de compétences entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Donc c'est comme ça que nous avons pensé qu'il faudrait les supprimer, il faudrait renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Il faut penser au régime présidentiel. Dans notre pays aujourd'hui, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. En réalité, le responsable numéro 1 devant le Parlement, ce n'est pas le chef de l'État, c'est la Première ministre. Mais la Première ministre aujourd'hui, elle n'est même pas inquiétée. Tout le monde se plaint du chef de l'État. Vous allez vous dire, ah, Kabila a mal géré, Mobutu a mal géré, et le musée a mal géré, alors que Joseph Kabila a mal géré, alors que le président n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut passer au régime présidentiel où même les chefs de l'État, par exemple, nommeraient des gouverneurs et le cas échéant, les révoqueraient. Donc comme ça, on peut donner beaucoup plus de pouvoir. Le président de la République sera responsable devant le Parlement. Comme ça, on a au moins une interface. Ce sont des choses, par exemple, les articles 217 de la Constitution actuelle qui stipulent qu'au nom de la paix et de la promotion de l'unité africaine, on peut, à travers un accord, céder une partie de notre pays. C'est le cas aujourd'hui. Nous sommes en train de négocier à Luanda pour avoir la paix. Le Rwanda dit que non, voilà. Et moi, mon problème, c'est qu'en 1945, lorsque l'Allemagne a perdu la guerre, nous, qui étions leur colonie, notre territoire occupé jusqu'à une partie de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Nyiragongo, Rutshuru, Sud Lubero, Nyiragongo, Masisi, qui parlaient Kinyarwanda. C'est vrai, vous allez aujourd'hui à Rutshuru, la langue parlée, c'est Kinyarwanda. Vous allez à Masisi, même chose. Nyiragongo, c'est une partie. Donc, ils ont raison. Mais alors, au nom de la paix, avec la constitution actuelle, nous pouvons céder ce territoire-là au Rwanda. Donc c'est une constitution qui ne nous arrange pas. Et plus tôt encore, vers l'article 214 et 213, il est dit que tout accord international régulièrement conclu a une supériorité sur les lois de la République. Donc vous allez comprendre que c'est une constitution qui ne nous arrange pas, nous, Congolais, qui nous ôte certaines souverainetés de notre pays, puisque c'était une constitution qui était conçue dans une période spéciale après la guerre. C'était les belligérants qui l'ont faite. Et c'était les étrangers, même qui payaient les per diem, qui orientaient au fait même les délégués. Donc nous voulons aujourd'hui, 18 ans après, avoir une constitution qui reflète les réalités du pays. Ça, je suis partisan. Mais par contre, j'ai dit que le moment n'est pas opportun de faire ces débats-là. Le moment n'est pas opportun aujourd'hui ni de revisiter la constitution, ni de la changer. Il faut d'abord attendre la fin de la guerre. Puisque l'objectif dans une révision constitutionnelle, comme dans un changement, c'est de parvenir à soumettre le projet au référendum. Or, si nous soumettons le projet au référendum aujourd'hui, on doit amputer
population de 4 millions d'habitants. Je rappelle ici que le territoire occupé par les M23 constitue à peu près 4 millions de population du Nord Kivu. On va habiter un tiers de la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous disons à ceux-là qui voudraient relancer ce débat-là que le moment n'est pas opportun. Focalisons-nous d'abord sur la fin de la guerre. Lorsque la guerre sera finie, nous pourrions envisager cette démarche-là. Et moi, j'estime que cette démarche-là, pour moi, devrait provenir soit de 100 000 citoyens qui signent une pétition, ce qui serait souhaitable pour moi, pour ne pas nous prêter des intentions, que de l'initier au niveau des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat ou bien le gouvernement. Merci. C'est mon point de vue qui n'engage que moi-même. Merci beaucoup, Willy Michi. Merci beaucoup. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est seulement de dire que nous constatons que vraiment les autorités gouvernementales ne nous accompagnent pas, nous les députés, à ce qui concerne la recherche des pistes et des solutions de la question de l'Est. Ça nous inquiète de voir qu'à chaque fois, il n'y a que des territoires qui tombent. On ne récupère pas. On ne fait pas beaucoup d'efforts. Nous sommes partout sauf là où on devait être. Et moi, je crois que les efforts devraient d'abord focaliser sur la province du Nord Kivu. Parce que c'est là où il y a une agression étrangère. Ituri est en sécurité, d'accord. Le Grand Katanga, d'accord. Mais là où nous sommes agressés, c'est au Nord Kivu. En principe, même les gouvernements devraient se déplacer aujourd'hui. Pas à Goma, parce que Goma même est encerclé. Le gouvernement devrait siéger à Butembo, à Walikale, un peu partout, dans le Nord Kivu, pour stimuler même ceux qui se battent, pour qu'ils aient un moral fort, envie de reconquérir les espaces occupés par les agresseurs aujourd'hui. Merci d'être passé à notre micro. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député national, l'élu de Walikale. Voilà. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés pour la suite des programmes.